Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour d'Afrique. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? L'actualité aujourd'hui, nous allons parler d'une réforme, pas d'une réforme, d'une transformation progressive. Ça vient à tout petit feu, les gens ne s'en rendent peut-être pas encore compte, du système monétaire international. Alors, tout part évidemment de la crise en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les Occidentaux, qui sont véritablement les maîtres du jeu du système monétaire actuel, ont décidé d'imposer les plus lourdes sanctions économiques de toute l'histoire à la Russie, qui est accusée d'avoir violé, d'avoir envahi l'Ukraine. Et donc, parmi ces sanctions, évidemment, il y a le fait que la Russie ne peut plus utiliser les devises, en l'occurrence le dollar et l'euro, pour ses activités. Et en plus, la plupart, et ça a eu pour conséquence également que tous les comptes détenus soit par la Banque centrale russe, soit par les banques commerciales russes, tous les comptes qui sont libellés en devises, en dollars ou en euros, ont été gelés. C'est-à-dire que ni la Banque centrale russe, ni les banques commerciales russes ne peuvent avoir accès à leur argent, ce qui est en soi aussi un viol du droit international. Et donc, qu'est-ce que les Russes font? La Russie doit essayer de trouver des solutions pour essayer de contrecarrer, évidemment, ces sanctions-là. Et donc, elle a décidé, et ça j'en avais parlé ici, que désormais, pour pouvoir acheter, elle a essayé de rendre la monnaie, puisque les effets de ces sanctions économiques ont eu les effets sont extrêmement dangereux pour l'économie russe, puisque ça affecte la valeur de la monnaie russe, le rouble. Et depuis la mise en œuvre de ces sanctions-là, le rouble a dévissé une partie quand même non négligeable de sa valeur, plus de 20%. Et donc, les autorités russes ont donc décidé de prendre des contre-mesures, des contre-sanctions pour essayer d'empêcher la dégringolade de la monnaie et essayer de protéger l'économie russe. Il faut savoir que l'économie russe, c'est une économie qui est essentiellement une économie de rente par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que la plupart des biens de consommation qu'ils produisent, on produit des biens en Russie. Ces biens de consommation produits sur place sont en général consommés par les Russes. Mais la Russie exporte énormément de matières premières, que ce soit des matières premières minières, gazières ou encore agricoles. Et c'est justement sur ce point-là que la Russie va jouer. Et donc, la semaine dernière, j'en avais parlé ici, Vladimir Poutine avait annoncé que désormais, pour acheter du pétrole et du gaz russe, les pays importateurs devaient payer leurs commandes en roubles. Et donc, évidemment, cela avait suscité l'ire des pays occidentaux qui sont les premiers clients de la Russie et qui sont les plus gros consommateurs du gaz russe, par exemple, du gaz et du pétrole russe. Il faut savoir qu'en moyenne, rien que pour l'année 2021, l'Europe a acheté pour 200 milliards de barils de gaz russe. Et en fonction des pays, un pays par exemple comme l'Allemagne, le gaz russe représente 40% de ses importations. Des pays comme la Hongrie, qui est aussi un pays de l'Union européenne, c'est 100% du gaz russe. D'accord? Vous avez des pays comme la Pologne, le gaz russe représente plus de la moitié, environ 60%. Donc, pour faire face, pour contourner cela, pour ces pays-là, il est impensable, au nom de la solidarité, puisque ces pays-là ont voté des sanctions contre la Russie, il est impensable de payer cette monnaie, ce gaz ou ce pétrole russe en roubles. Seulement, ça a fait tic à l'oreille d'autres pays, en l'occurrence la Chine et l'Inde. Il faut savoir que dans sa volonté d'isoler politiquement la Russie, les États-Unis et les pays occidentaux ont tout mis en œuvre, ont essayé de mettre d'abord, de jouer sur les bons sentiments, notamment avec la Chine. On se rappelle que vendredi dernier, Joe Biden a eu une conversation téléphonique de près de 2 heures avec le président Xi Jinping pour lui demander 2 choses. Soit il soutenait les autres pays occidentaux pour condamner la Russie et donc prendre des sanctions économiques contre la Russie, soit il pourrait
s'exposer à d'autres sanctions économiques de la part des États-Unis. Eh bien, qu'est-ce que Donc, c'est une menace en fait. Mais bien sûr, mais la Chine a imposé une fin de non-recevoir, puisque, évidemment, pour la Chine, là où on voit crise, eux, ils disent opportunité. Et cette opportunité a été, s'est révélée par la signature d'un accord, entre la Chine et la Russie pour augmenter les importations de gaz russe en Chine. Il faut savoir que jusqu'à présent, la Chine a acheté pour environ 4 milliards de barils à la Russie par an. Baril de pétrole, ça va monter. Et là, ils achetaient ça en dollars à l'époque. Oui, ils achetaient en dollars. Et là, je vais venir. Et là, ils montaient à 50 milliards de barils. Et ensuite, la Chine et la Russie ont passé un accord pour dire qu'ils vont se passer du dollar pour faire cette transaction-là. La transaction va se faire en yuan ou en rouble. Et donc, et à côté de ça, la Russie a également fait les yeux doux à l'Inde. L'Inde qui est le 3e exportateur mondial de pétrole. Jusqu'à présent, les importations de pétrole russe pour l'Inde représentaient entre 3 et 5%. Et donc, la Russie a demandé à l'Inde de s'asseoir sur une table de négociation et que la Russie serait prête à mettre en place, à exporter son pétrole et son gaz, son pétrole surtout vers l'Inde, à des tarifs préférentiels. Et ça, évidemment, pour l'Inde, c'est vraiment c'est du pain béni, puisque 90% du pétrole qui est consommé en Inde vient de l'extérieur. Et donc, depuis le début de la crise de l'Ukraine, et avec ses effets sur le cours du baril de pétrole, l'inflation a dépassé les 6% en Inde. Donc, la roupie est en train d'avoir du mal à suivre, si tu veux, l'évolution des prix des matières premières. Et donc, pour l'Inde, c'est également du pain béni. Ils se sont assis. Et actuellement, il y a des négociations entre la Russie et l'Inde pour pouvoir acheter du pétrole et du gaz russe, soit en roupie, soit en rouble. Mais ça, évidemment, ça devient, et c'est là où c'est intéressant, c'est que s'il y a de plus en plus de pays, déjà la Chine et l'Inde sur l'échiquier mondial, ce sont les 2e et 3e importateurs de pétrole et de gaz au monde. Et donc, si le 2e et le 3e importateur décident de se passer du dollar pour acheter le pétrole, ça peut commencer à faire réfléchir d'autres pays qui vont commencer à se dire que, si eux, ils arrivent à acheter le pétrole en rouble, en passant par le yuan ou par la roupie, pourquoi pas nous ? Pourquoi est-ce que nous devrions aussi forcément passer par le dollar ? Si eux, ils peuvent se passer du dollar, nous aussi, nous pouvons nous passer du dollar, au moins pour acheter du pétrole et du gaz russe. Et donc ça, évidemment, ça peut entraîner, s'il y a un effet boule de neige, ça c'est extrêmement dangereux pour les Occidentaux. Parce que ça va remettre les bases même du système monétaire international. Il ne faut pas oublier que lorsque il y a eu les accords de Bretton Woods en 1944, le nouveau système international disait quoi ? C'est que l'ensemble des devises de la planète devait être arrimé au dollar qui était arrimé à l'or. Ça, c'était normal parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le pays industrialisé qui n'avait pas subi de véritables pertes sur son territoire et dont l'économie même avait tiré profit de la Seconde Guerre mondiale, c'était les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, en 1944, avaient le plus grand stock d'or au monde. Et donc, les États-Unis ont dit aux autres pays, comme vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de moyen de garantir la valeur de votre monnaie. Moi, j'ai le moyen de garantir la valeur de ma monnaie. En l'occurrence, j'ai de l'or. Et donc, ce que je fais, c'est que moi, je vais garantir aussi vos devises. Mais il a fait ça pour aider justement les pays européens à se reconstruire. Et donc, ainsi, derrière aussi, ça a permis au dollar de devenir non plus seulement une monnaie d'échange, donc pour acheter des biens, mais aussi une monnaie, une valeur refuge. C'est-à-dire que des gens pouvaient stocker des devises, pouvaient garder des devises et donc garder des dollars. Et ces devises-là pouvaient ensuite être échangées pour obtenir soit d'autres devises et autres. Et après, ça s'est élargi. L'ensemble des matières premières à travers la planète sont évidemment cotées en dollars. Et donc, le dollar est devenu cette monnaie-là, surtout refuge, et qui est utilisée maintenant par l'ensemble de la planète. Et ça, au grand bénéfice de qui ? Les États-Unis. Et donc, à partir de là, jusqu'à présent, évidemment, c'est un système, même si, évidemment, dans la forme, il est
extrêmement inégalitaire parce que à l'intérieur, on a un pays et ses alliés, en l'occurrence les Européens, puisque l'euro est arrimé au dollar. Donc, la plupart des échanges qui se font à l'international sur soit des matières premières et autres, si on libelle, si dans un marché, on autorise également d'utiliser les euros, c'est parce que les États-Unis le permettent, parce qu'ils ont arrimé l'euro au dollar. Et donc, et ça aussi, ça donne une grande puissance aux États-Unis, notamment une puissance en termes d'influence, parce que grâce à leur position dominante sur l'échiquier monétaire international, les Américains peuvent imposer leurs lois. Et c'est ce qu'ils ont fait tout au long de ces 30 dernières années. Lorsqu'il y a des sanctions économiques, il y a des pays qui aujourd'hui ont du mal à se développer du fait des sanctions économiques imposées par les États-Unis, c'est-à-dire le fait que les États-Unis leur interdisent d'utiliser le dollar. Or, l'ensemble des matières premières aujourd'hui s'échangent sur le marché international en dollars. La plupart des cours mondiaux sont libellés en dollars. Et évidemment, la plupart des systèmes de transactions se font en dollars. Donc, lorsque vous voulez acheter un bien, il est évidemment plus facile de l'acheter en dollars. Par contre, si on vous interdit d'utiliser le dollar, vous aurez du mal à obtenir ce bien-là. Parce que, évidemment, les États-Unis utilisent un principe que le dollar étant américain, si vous ne respectez pas le droit américain, et donc si vous violez ça, vous aussi vous êtes exposé aux sanctions. C'est la raison pour laquelle des pays comme Cuba ont du mal véritablement à se développer parce que les sanctions américaines leur interdisent d'utiliser le dollar ou leur interdit de commercer avec les États-Unis ou de commercer en dollars, tout simplement. Or, le dollar américain, c'est 25% du commerce international. Dans les échanges à travers le monde entier, quand on voit le volume monétaire qui est échangé entre les pays à l'échelle de la planète, le dollar représente à peu près 50%. Donc on ne peut pas se passer du dollar dans le système monétaire actuel. Et donc la Russie, la Chine et la plupart des autres pays ont joué le jeu. Ils ont commencé, bien entendu, à utiliser le dollar pour leurs besoins. Et donc, quand ils achètent des biens en dollars, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le mettent de côté, ce qu'ils appellent, on garde des devises. Et donc, on garde des devises en général sur des comptes des pays qui ont l'autorisation de les garder. En général, qu'est-ce que font les pays ? Par exemple, si c'est la Chine qui achète des biens ou qui vend des biens, s'ils vendent des biens en dollars, ces dollars-là, ils les gardent dans des banques américaines ou bien pour pouvoir sortir ces dollars-là, en échange, le Trésor leur donne des bons. Et ce sont ces bons-là qui sont un peu la valeur en dollars si tu veux, la valeur en dollars possédée par la Chine. Et en l'occurrence, la Chine aujourd'hui possède 6 300 milliards de dollars dans leurs réserves en termes de devises. Et c'est ce qui permet à la Chine, puisqu'ils ont des réserves de devises, quand ils ont besoin d'acheter des biens à l'international, ils utilisent tout simplement ça. Et donc, mais à l'intérieur, ils utilisent leur propre monnaie. À l'intérieur, ils utilisent leur propre monnaie et leur propre monnaie, bien entendu, a une valeur qui est fixée par rapport au dollar. Maintenant, ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que la remise, le fait de la position dominante des États-Unis lui donne aussi ce qu'on appelle un autre privilège, c'est celui de ne pas regarder à la dépense. Les États-Unis sont le seul pays au monde qui n'ont pas de problème de déficit. Ils ont un déficit abyssal. Pour l'année 2021, le déficit des États-Unis d'Amérique dépassait les 24 000 milliards. Or, si c'était n'importe quel autre pays lambda, c'est-à-dire que si on a un déficit qui est, ça peut faire de l'ordre des 300%, si c'était un pays lambda, je prends l'exemple de l'Argentine en 1998, dont le Fonds monétaire international avait quasiment entraîné le pays en cessation de paiement parce qu'ils estimaient que la dette argentine était trop élevée. Or, les États-Unis n'ont pas ce problème-là parce qu'à chaque fois que les États-Unis ont besoin d'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Il leur suffit tout simplement, ils font tout simplement tourner la planche à billets et c'est la raison pour laquelle ils peuvent à chaque fois financer leur déficit et donc ils n'ont pas de problème pour résoudre leurs problèmes domestiques. S'ils ont besoin d'infrastructures, tout simplement, ils vont produire cet argent-là pour construire ces infrastructures-là parce que les matériaux qui vont entrer en jeu dans la fabrication ou la construction de ces infrastructures, si on les achète sur le marché international, ils amènent des dollars. Ce sont leurs dollars à eux et ils vont tout simplement avoir ces biens-là. Et donc, ça fait qu'ils ont
une espèce de... C'est vraiment un privilège. C'est le seul pays au monde qui a cette capacité-là. Les gens ne se rendent pas compte. Donc, quand on voit la richesse américaine, en fait, cette richesse-là est due au fait que la dette abyssale des États-Unis est financée par qui ? Eh bien, financé par les autres pays du monde entier. Il suffit que vous achetiez des bons du Trésor. Donc, tous les pays, la Russie avait environ pour 650 milliards de dollars en devises, en bons du Trésor. Donc, la Chine a 6300 milliards, la Russie a 650 milliards, et ainsi de suite. Donc, si vous prenez chaque pays de la planète qui a des stocks de devises américaines quelque part, eh bien, ces stocks de devises-là, en fait, permettent de financer, si tu veux, le déficit américain et empêcher l'inflation. C'est ce qui fait que, évidemment, les Américains, en fonction de leurs besoins, ils peuvent soit relever, soit baisser les taux directeurs de leur monnaie. Et donc, ils font ce qu'ils veulent sur le plan économique. Et donc, ce privilège-là commence indirectement à être mis en cause à travers la crise qui est en Ukraine, parce que dès lors que la Chine et la Russie parviennent à un accord, et Vladimir Poutine l'a fait savoir, il faut savoir que lors de la dernière réunion du G7, les Européens ont dit qu'il était hors de question qu'ils payent ce pétrole et ce gaz russe en roupies, et donc ils devaient, en roubles, ils allaient plutôt continuer à le payer en euros ou en dollars. Mais Vladimir Poutine estime que cette monnaie, c'est une monnaie compromise. Pourquoi ? Parce que s'il continue à vendre en euros et en dollars, alors que les comptes russes sont gelés, les comptes en dollars et en euros, c'est lui qui perd, puisqu'il n'a pas accès à cet argent-là. Et donc, lui, il veut accéder à son argent, et donc, par principe, il va... Et il décide donc lui aussi, puisque les Occidentaux ont changé les règles du jeu. Donc il n'a plus confiance en l'euro ni en dollar, parce que le mot fiduciaire vient de fidus, qui veut dire confiance en latin. Donc dès lors que vous n'avez plus confiance en une monnaie, c'est pour ça qu'il parle de pays aux monnaies compromises. C'est-à-dire que pour lui, il n'a plus confiance au dollar ni en l'euro. Et donc il décide de se tourner vers d'autres monnaies, en l'occurrence le yuan ou la roupie. Et donc là, évidemment, ça risque de poser un problème. Parce que si par la suite, un certain nombre de pays s'arriment au fait que désormais, on va décider de se passer du dollar pour acheter le pétrole c'est quand même une matière première extrêmement importante, puis le gaz aussi, et pourquoi pas le blé. La Russie est le premier exportateur mondial de blé, et le blé, c'est une denrée indispensable qui entre notamment dans la fabrication du pain, le pain qui est l'aliment de base dans de nombreux pays à travers la planète. Donc si aussi on bascule dans le blé en disant qu'on ne va plus utiliser le dollar, et pourquoi pas le coton, et pourquoi pas d'autres denrées agroalimentaires, etc., etc. Et donc là, on va voir que de moins en moins de pays vont utiliser le dollar, et donc ça risque de porter atteinte justement au pouvoir que confère ce dollar aux États-Unis d'Amérique. Et donc les Américains risquent d'être en danger, puisque à la fin, c'est leur déficit. Ils vont commencer à être obligés de regarder le déficit, de regarder les règles, puisque il faut savoir que la valeur du dollar, en fait, un principe que les Américains imposent aux autres pays, c'est-à-dire que le volume de monnaie qui est en circulation doit être équivalent au volume de votre stock d'or, si c'est l'or qui est la monnaie refuge. Or, les Américains, on le sait très bien, si on regarde le volume de dollars qui est en circulation à travers la planète, ça n'a absolument rien à voir avec leur stock d'or à Fort Knox. Donc ça, évidemment, ça va pousser les Américains à revoir leur stratégie, et ça risque de leur poser le problème, parce qu'ils vont devoir gérer les déficits. Ils vont donc devoir apprendre à avoir une espèce de gestion orthodoxe de leurs ressources monétaires. Et donc, ils vont devoir appliquer eux-mêmes les règles qu'ils imposent aux autres en matière de dépenses publiques. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose que l'on commence à voir, et on le saura un peu plus à partir de la semaine prochaine, puisque dès la fin de cette semaine, on saura si les Russes vont tenir ferme sur leur position, et s'ils vont arrêter de livrer les pays qui refuseraient d'acheter leur gaz et leur pétrole en roubles. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.